Alors bonjour à tous, j'ai le grand plaisir de vous représenter notre équipe multi-concept et aussi notre présentation de premier projet Savourer Montréal. Alors, nous sommes les étudiants de McGill et ETS qui sont passionnés par la technologie et le développement en bâtiment durable et on est aussi, on a une sensibilité aussi environnementale. Alors, en architecture, on a Myram Liu et moi, Grace Lynn. En génie construction, on a Stéphane Cormier, Tristan Desjardins-Douin et Bianca Bourgeois. En génie mécanique, on a Carl Provost, Jean-Christophe Voyer et Jean-Philippe Gagnon. Alors, commençons avec l'organisation de la présentation qui se déroulera comme ainsi. Par concept, le design, partie design, concept, programme, concept paysagiste, organisation du projet. Après, on rentre dans le détail de l'agriculture, des types d'agriculture, le mécanique, l'analyse financière, l'échéancier, et puis on finit avec l'introduction du site web. Alors, comme premier projet, nous avons comme mission de transformer les silos numéro 5 à l'icône de Montréal, en rétablissant sa gloire de l'ère industrielle et en référant à sa vocation du passé. On reconvertit les silos en une machine de production agricole. Il sera reconnu à travers le monde pour ses technologies et ses innovations en sciences, en gastronomie, en agriculture urbaine et aussi dans le développement durable. Notre situation actuelle. Nous vivons dans un monde de surpopulation et urbanisation. En 2025, on présume que 80% de la population habitera en ville. Avec l'usage excessif des carburants fossiles, nous demandons si nous pouvons vraiment continuer à importer autant de nos aliments. Parmi les produits que nous retrouvons sur les tablettes du marché alimentation, 50% proviennent à l'extérieur du Québec et 10% proviennent à l'extérieur du Canada. Avec Savourer Montréal, nous proposons de manger local, d'amener l'agriculture en ville et de faciliter cette agriculture à aller longue avec un système contrôlé. Aussi de réduire l'utilisation de carburant et créer des emplois et la recherche agroalimentaire. Avec notre programme durable, voici notre programme cyclique qui va assurer la viabilité de ce projet durable. Qu'est-ce que nous proposons? C'est l'idée de produire, consommer, disposer et régénérer sur place. Nous orientons vers la consommation des produits, sur l'agriculture urbaine et la régénération. Ce serait aussi un modèle éducatif avec ses ateliers, centres de recherche et aussi un musée. Ce serait aussi un engin pour l'économie québécoise parce que ça va créer, en jumelant la gastronomie au tourisme et aussi créer des emplois et la recherche. C'est fidèle au modèle de développement durable car nous proposons et nous répondons aux critères sociaux, écologiques et aussi économiques. Dans cette perspective, vous voyez que nous voulons aussi augmenter l'accessibilité du Nord et en attirant les visiteurs venant du Vieux-Port. Nous ajoutons un accès piéton qui serait juste à côté des rails CN existantes. Vous voyez aussi dans cette image une extension en verre qui enrôlera la partie nord des silos de béton. Cet ajout contemporain, qui est surnommé aussi la promenade verte, deviendra un objet d'attraction pour les visiteurs venant du Vieux-Port. Je vais laisser la parole puis à Mira qui va vous expliquer les détails de notre aménagement paysagiste sur le site. Donc, comme Grace avait mentionné, l'idée principale pour le plan de site était vraiment de construire une infrastructure nécessaire pour améliorer l'accès au site. Donc, l'ajout sur le pont ferroviaire pour lier le secteur du Vieux-Port à notre secteur, donc ici. Et ensuite, un pont piéton et aussi pour cyclistes axé sur notre entrée principale. Ici, nous pourrons installer un arrêt d'autobus ou de tram selon le futur de la Société de transport de Montréal et aussi une station Bixi. Le plan paysage se compose vraiment de 3 aires. La première, une végétation régénératrice, donc comme Megan avait mentionné, l'utilisation de plantes de phytorégénération, phytoremediation,
qui va agrémenter la décontamination du site en préparation pour de futures phases de construction. Deuxièmement, une section pavée qui entoure les édifices pour accommoder la mobilisation du public. Et enfin, entre les deux, une section pour l'agriculture en bac. Cette section, qui va contenir les bacs, sera organisée d'une façon quasi organique afin de créer un parcours baladeur. De même, les gens pourront sentir, toucher et de même savourer l'agriculture en baladant autour du site. Des artefacts industriels provenant du silo, tels les cyclones, seront placés stratégiquement pour créer des points de repère autour du site afin d'aider cette promenade autoguidée. Et cette promenade se continuera sur la promenade verte que Grace avait mentionnée. Le long du bas de l'annexe B1, nous prévoyons l'emplacement des commerces locaux ainsi que des restaurants. Ces restaurants auront premier accès aux produits cultivés des silos afin d'offrir des aliments frais et du terroir aux Montréalais et aussi aux touristes. Ils prendront sûrement avantage des services de compostage et de même vont venir compléter le cycle alimentaire que nous proposons et aussi de le régénérer. Cette partie sera ouverte jour et en soirée, en été et en hiver. Donc, pendant que les gens se baladent sur le site, ils seront aussi tentés par les arômes produits par le Alors, à part de l'agriculture en bac à l'extérieur et saisonnière, nous avons aussi un programme agricole à l'intérieur des silos qui comprend l'agriculture dans les silos. Alors, ce que vous voyez en vert, l'agriculture aussi en serre sur la toiture et aussi au-dessus des silos métalliques ici. De plus aussi, on a des silos de compost dans les silos en béton. Pour notre programme commerce, on oriente vers la consommation de ces produits, comme les restaurants, les galeries de magasins et même un marché au rez-de-chaussée, que vous voyez ici. Un belvédère et une salle de réception à double hauteur va se profiter des étages supérieurs des silos en béton. Et aussi de côté éducation, nous proposons un musée dédié aux silos de grains, de l'agriculture, des ateliers culinaires, des laboratoires de recherche affiliés au système agricole. Et au nord, on a même cette circulation verticale ici qui est dédiée au public, qui permet au public de visiter ces écosystèmes enfermés. L'Axono ici vous montre un peu l'idée de notre circulation verticale qui, avec les plateformes ouvertes, les plateformes vitrées, permet au public de visiter aussi ces écosystèmes et avoir ces séparations entre la circulation publique et privée. Pour la circulation de services et publics sont séparés. La circulation de services qui est dédiée, que vous voyez en rouge, qui est dédiée aux techniciens et aux spécialistes de l'agriculture, se fait verticalement dans les ascenseurs, les 2 ascenseurs que nous avons dans les silos, et aussi verticalement dans les silos d'agriculture. Il se fait aussi horizontalement pour certains étages avec des traverses horizontales. Et la circulation publique en bleu que vous voyez qui en bleu amène les visiteurs de l'entrée principale vers le belvédère. Les visiteurs ont aussi le choix de faire une traverse à travers les galeries de restaurants et de commerces. La promenade verte entraîne les visiteurs vers la terrasse en haut des silos. Elle est vue ici en mauve. Cette promenade aussi permet les gens d'avoir cette balade panoramique de la ville et incite les gens d'entrer dans les silos d'agriculture pour visiter les systèmes enfermés. Ils ressortent après sur cette plateforme qui est orientée au nord pour continuer leur trajet sur le toit. Pour la promenade verte. La promenade verte sera en partie dédiée à l'agriculture en serre, comme dans la partie que vous voyez ici sur la toiture, et c'est la partie ouest. Et le trajet sera ornementé par la végétation grimpante comme l'agriculture des haricots.
Et je laisse la parole à Stéphane qui va nous expliquer cette structure qui supporte notre promenade verte. Voilà. Oui. En fait, promenade verte, comment ça tient ça? C'est la grosse question. Tout d'abord, je vais expliquer un peu comment est-ce qu'on a fait la structure là-dessus. On est allé premièrement avec ce qui était sur le site, la structure des silos. Chacun des silos sont autostructurels. On a également des poteaux, des colonnes qui retiennent tous ces silos ensemble. Donc, l'élément fort à cet endroit où on a construit nos étages. Par la suite, il y a 3 types de planchers. Le premier plancher se trouve à être des poutres en continu dans le milieu qui permet le transport entre les silos, la circulation entre les silos. Deuxièmement, après ça, on a les silos en tant que tels qu'on mettrait des poutrelles à l'intérieur non continues. Ils sont autostructurels. Donc, il ne faut pas faire trop de trous. On a des trous ici, on aurait des trous là, on aurait des trous juste sur le côté. Il ne faut pas trop en faire. Et la troisième étape, on retrouve la promenade verte qui sort en porte-à-faux 1 tiers, 2 tiers. Étant donné que c'est un porte-à-faux de 1 tiers, les charges sont minimes. Les efforts sont minimisés pour que les colonnes où ce qu'on vient s'ancrer ne seront pas surutilisées. Alors, pour la programmation dans les silos en béton, comme vous voyez, les quatre premiers silos ici au nord sont dédiés à l'exploration des systèmes agricoles par le public, alors que le reste des silos est plutôt pour la production de l'énergie et aussi pour la production d'agriculture. Les types d'agriculture comprennent la pisciculture, l'agriculture dans l'ombre et l'agriculture aussi dans les environnements contrôlés. En mécanique, nous avons des accumulateurs de froid. Nous avons aussi des machines et les silos de serveurs. Et pour les étages impairs 1, 3, 5 et 7, nous avons aussi les techniciens auront accès à ces traverses horizontales. Et pour les autres étages, sont aussi équipés des laboratoires qui ont accès à des silos. Pour la circulation des produits, alors, le diagramme que vous voyez de cette coupe longitudinale explique le trajet de nos produits alimentaires. Les aliments sont cultivés à partir des silos d'agriculture et amenés à l'entrepôt du marché ici, en suivant le trajet en rouge. En utilisant aussi les convoyeurs horizontaux qu'on va réutiliser, les déplacer au niveau 8 entre les silos pour les amener d'un bâtiment à l'autre. Aussi, en regardant le plan du site, vous voyez aussi que nous voulons réutiliser les convoyeurs et les tours mobiles qui sont à l'extérieur de nos deux bâtiments. On veut aussi que ces produits soient exportés et importés de l'entrepôt du marché au débarcadère qui est au sud, près de l'autoroute 720. Aussi, que ça fait, c'est que il y a moins de trafic que sur site et on réduit aussi le va-et-vient des camions qui est sur un site de production. Après la consommation des produits, les déchets proviennent des restaurants et ils suivent le trajet en bleu pointillé. Après, ils suivent le trajet pour aller au silo de compost. Après, je vous laisse la parole à Bianca qui vous explique les types d'agriculture qu'on a dans les silos. Merci. Donc, je vais vous expliquer rapidement ce qui se produit dans nos agricultures, surtout pour les environnements contrôlés. C'est un cycle en boucle qui combine autant la pisciculture que l'agriculture dans les silos verticales. Donc, ce cycle en boucle, dans le fond, ça a plusieurs avantages. Entre autres, le premier avantage est que nous utilisons, dans le fond, les déjections des poissons comme engrais pour l'agriculture qui va être hydroponique. Il est important de savoir que l'agriculture hydroponique produit 10 fois plus productif que l'agriculture traditionnelle. Donc, il y a un potentiel intéressant à venir produire biologiquement et apporter ça sur le marché québécois pour inciter ensuite les autres agriculteurs de développer ce type d'agriculture-là. Et aussi, c'est simple d'entretien. Donc, rapidement, comment que ça fonctionne? Il y a de l'ammoniac qui est produit par les déjections des poissons et la surnourriture.
Cette eau est donc aspirée dans le bac de sable où les bactéries qui vont se maintenir automatiquement vont nitrifier cet ammoniac pour la transformer en nitrate qui va être ensuite absorbé dans les plantes, dans notre système goutte à goutte ici, dans le système hydroponique, et ensuite retourné dans les bacs de poissons. Donc, on filtre l'eau, on nourrit nos plantes, et le système hydroponique n'offre pas non plus de... En fait, offre la possibilité de cultiver la majorité des aliments possibles. Donc, par la suite, ici, vous pouvez voir le bac de tri, un peu le fonctionnement là, pour la pisciculture, afin de pouvoir déplacer les poissons, aller dans les labos, continuer la fécondation et ainsi de suite pour pouvoir avoir l'incubation. Et tout ceci est relié au système de circulation avec les monte-charges pour pouvoir, dans le fond, transporter tous ces éléments produits. Donc, rapidement, un bilan sur les poissons que nous proposons dans la pisciculture. Nous voyons ici le doré, la truite arc-en-ciel, le saumon atlantique et les perlans. Le saumon atlantique et les perlans sont des espèces, selon les ressources naturelles du Québec, qui sont menacées. Ces poissons-là sont consommés au Québec et aussi sont des poissons québécois pour la majorité. Vous voyez ici qu'en moyenne, on vend un poisson 3 $ la livre. Nous avons calculé un revenu moyen de 1 $ la livre et une vente d'à peu près 1 million de livres par année. Un cycle moyen pour un poisson à atteindre sa grandeur finale est de 2 livres, il prend environ 280 jours. Donc, rapidement, les installations que nous proposons. Pour ce qui est de l'agriculture en environnement contrôlé, vous pouvez voir ici 4 types d'aliments que nous proposons. On les a choisis parce qu'ils ont un potentiel de revenus plus élevé, ils ont des cycles intéressants et ils sont très adéquats pour l'agriculture que nous ferons dans les silos. Nous avons été inspirés ici par l'écosystème 2 de Biofloral, qui propose en fond une agriculture en silo un peu, mais c'est pas un silo existant, c'est un silo construit pour faire de l'agriculture contrôlée aussi. Ensuite, pour ce qui est de l'agriculture dans l'ombre, nous proposons des champignons. Les champignons ont un cycle de production très court, ce qui permet une production assez élevée et intéressante. Il y a plusieurs champignons exotiques qui sont consommés à Montréal et ce serait intéressant dans le fond d'agrémenter cette culture ici au Québec. La culture dans l'ombre, dans le fond, nécessite beaucoup moins de contrôle sur la lumière et c'est avantageux puisque nous avons des silos dans le noir. Pour terminer, je vais parler de l'agriculture extérieure. Alors ici, nous avions proposé une agriculture dans le bac qui permettra dans le fond d'avoir un circuit éducatif et dynamique pour les gens qui viennent visiter notre site afin justement de bien présenter à tous les gens qui vont venir sur le site ce qui se passe ici dans les silos à Montréal et dans le fond d'éduquer autant les visiteurs locaux que les visiteurs internationaux sur cette nouvelle forme de culture. Et dans le fond, c'est un petit complément à notre agriculture pour bien intéresser tous les gens. Alors, je cède la parole à Jean-Philippe qui va vous expliquer la partie mécanique. Merci. OK. Donc, de notre côté, en mécanique, on va vraiment attendre nos explications sur les caractéristiques de notre bâtiment. Les systèmes qui sont vraiment caractéristiques de notre bâtiment. Donc, dans ces caractéristiques-là, on comprend les silos de saveur, on comprend les silos de compost. Il y a aussi des silos d'accumulateur à glace qu'on ne portera pas trop là-dessus. Je pense qu'on connaît pas mal le principe à ce temps. Donc, je passe la parole à Charles pour vous expliquer un peu les silos de compost d'agriculture. Bon, pour l'agriculture, on a décidé d'utiliser 2 systèmes d'éclairage. Le premier, c'est un système assez innovateur, c'est de la lumière naturelle optique. C'est des capteurs, c'est des lentilles qui captent le soleil selon l'orientation du soleil. C'est ensuite acheminé par fibre optique dans les cellules d'agriculture. On utilise des lumières de ce type-là de la compagnie Parents. Aussi, c'est sûr que ça, c'est pas suffisant. Quand il n'y a pas de soleil durant la nuit, on a mis un deuxième système d'éclairage qui utilise des lumières longitudinales au LED de la compagnie Floraled pour l'agriculture. C'est intéressant de constater que la consommation est
moins que les néons standards qu'on connaît tous. Pour la ventilation, on a décidé de filtrer l'air de sortie des bâtiments naturellement avec l'agriculture et ensuite de reprendre une partie de cette air filtrée naturellement et la remettre dans le bâtiment. On réduit la consommation durant l'hiver de chauffage. Pour le compost, on utilise le compost afin de chauffer notre eau domestique. C'est intéressant quand même qu'on prend des déchets pour générer de la chaleur. Le système est bien simple, c'est une aire qui alimente le plancher et le compost il est mixé au début et ensuite pour la première étage c'est 1 semaine, pour le deuxième étage c'est 2 semaines, puis pendant ce temps-là on génère de la chaleur et ensuite on a un produit, on a de la terre qu'on pourrait revendre. D'un point de vue ventilation, c'est un système fermé pour réduire justement les odeurs liées à ça, avec des biofiltres, c'est un système qui est déjà utilisé ailleurs. D'un point de vue calcul, on s'est basé sur une recherche très sérieuse là-dessus et il disait qu'on pouvait monter l'eau, si on mettait un serpentin à l'intérieur, jusqu'à 70 degrés. C'était assez pour l'eau domestique. Et nous autres, on avait mis un volume de 525 mètres cubes de compost dans 5 silos de compost, puis on avait une puissance générée de 620 kW. Je passe la parole à Jean-Christophe. Alors, je vais vous parler des silos serveurs. On a décidé d'installer des serveurs dans les silos pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il y a une demande grandissante de traitement de données. Ensuite, à cause de la forme du bâtiment cylindrique, ça correspond à la nécessité des silos d'être sécuritaires, de limiter l'accès. Alors, on s'est basé sur un modèle ici, qui est le cas là, c'est le superordinateur de l'Université de Laval qui a aussi été conçu dans un silo. On voit ici l'agencement des serveurs de manière circulaire avec l'alimentation d'air frais sur le pourtour, puis l'air chaud qui monte vers le centre du lot pour être évacué vers le haut. Eux n'ont pas de système de récupération de chaleur. Nous, c'est quelque chose qu'on a installé justement pour augmenter la rentabilité de l'installation. Alors, on a ici le schéma du concept qui a été retenu. Ça maximise l'espace à l'intérieur du silo, l'utilisation de l'espace en fait. On a des distances à respecter autour des serveurs. On a 4 pieds à l'avant et 3 pieds au centre, là où il y a l'air chaud. On récupère la chaleur avec un système de radiateur. Il y a de l'eau froide qui circule, qui rentre dans les radiateurs situés à l'arrière des silos, puis l'eau chaude ressort. Puis cette eau chaude-là échange sa chaleur au restant du bâtiment à l'aide d'échangeurs thermiques. Alors, on a 4 silos qui contiennent 5 étages, puis 10 cabinets par étage. Et puis avec la puissance installée de calcul de 6,3 kW à peu près, pour chaque kilowatt de calcul installé, pour chaque kilowatt de puissance, en fait, on a 1 kW de réfrigération, de climatisation à faire. Alors avec une efficacité de 80%, ce qui est quand même assez conservateur, on estime qu'on peut récupérer à peu près 5000 kW de chaleur. Ensuite, je vais faire un bref survol du sondage qu'on a effectué dans le logiciel 4, justement, qui nous ont permis d'avoir le chiffre de la consommation. Alors, on a ici une représentation du bâtiment avec les différentes zones par vocation. Après ça, un étage typique, puis après ça, les zones ici réparties avec les zones externes et les zones centrales. Alors, tout ça a été modélisé dans la carte pour obtenir les chiffres que vous avez vus au début de la partie mécanique. Bon, je repasse la parole à Jean-Philippe qui va vous parler justement des chiffres qu'on a obtenus. Okay. Pour terminer la portion mécanique, un petit résumé dans le fond des consommations et de la production qu'on a obtenues avec nos chiffres. On peut voir en bleu, c'est la demande en bleu. En rouge, donnez-moi une seconde, non, pardon. En bleu, c'est la production, en rouge, c'est la demande, en jaune, c'est la différence. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir dans ce schéma-là? C'est pour le chauffage, on répond amplement aux besoins. Même chose pour l'eau chaude. Il y a juste pour le refroidissement, avec nos silos à glace, qu'on va pouvoir venir couper les points. La demande en été. Donc, ça conclut un peu la portion mécanique de la système. Pour côté analyse financière, tout d'abord, j'aimerais juste remercier
Jacques Chartrand, parce qu'il a validé notre structure, comme j'ai parlé plus tôt. Deuxièmement, il y a aussi Joanne Labrie qui nous a donné des montants pour calculer le revenu. Ici, on a les dépenses par rapport aux coûts de construction, les coûts d'opération. Pour dire, Joanne Labrie, c'était une agente immobilière dans le secteur du Vieux-Port. Pour ça qu'elle nous a aidé avec ce système-là. Avec ça, on a aussi les revenus engendrés par tous les usages dans les bâtiments et les profits qu'on pourrait engendrer. Donc, à partir de 2020, le projet serait rentable. Deuxième partie, coût de construction. J'aimerais remercier Yvon Chabot. Yvon Chabot nous a permis de travailler avec son logiciel. Logiciel pour l'analyse côté avant-projet. Ça a fait ses preuves. Il fait souvent des projets gouvernementaux. Il donne des prix qui sont souvent respectés. Il nous a montré comment ça marchait. On a utilisé une format. Ça a été assez précis. Puis qu'est-ce qui est le fun de ce logiciel-là aussi, ça nous permet de faire des simulations. Donc, avec ce qu'on a déjà travaillé, on peut par la suite faire des changements puis avoir des coûts qui viennent s'adapter avec justement notre fiche paramétrique de tous nos usages. Pour ce qui est des coûts de construction, on voit ici là, silo de béton 83 millions, silo en acier 57 millions. Ça fait un projet là, qui est assez élevé en tant que côté argent, mais c'est quand même réalisable. 209 millions avec les coûts d'honoraires et tout le projet en entier. C'est un projet qui serait important pour la ville de Montréal puis bénéfique. Côté construction, j'ai juste séparé les coûts de construction ici. On voit que c'est surtout la structure, étant donné qu'on fait beaucoup de structures à l'intérieur des silos, c'est le gros des montants de coûts de construction. On a le 20% qui est le côté architecture à l'intérieur. Service, on a des mécaniques électriques, 12%. On a 1% pour les équipements, parce qu'on a des équipements de levage. Il y a beaucoup d'argent aussi là-dedans, aussi, là, les monts de charge pour l'agriculture. 3% pour certaines démolitions qu'on aura à faire. Et le 2% là, pour landscaping, aménagement extérieur. Donc en fait, on a un projet très intéressant qui favorise les nouvelles technologies. Mais comment on va pouvoir faire ça, pouvoir intégrer tous les usages ensemble? On va regarder un peu l'échéancier. Donc on base l'échéancier en commençant à partir de 2016. D'ici là, la SCT a beaucoup de travail à faire pour ce qui est de trouver un promoteur, finaliser le concept du projet et aussi faire des travaux, exemple de démolition, décontamination et certains travaux d'accès pour sécuriser le site. Donc, on commence avec la démolition de la phase, l'annexe 1 et 2 qui n'est pas structurellement adéquate. Ça va permettre d'avoir plus d'espace pour pouvoir travailler et pouvoir faire notre mobilisation pour le site. Donc ensuite, on veut commencer avec l'annexe B1, l'annexe en béton, pour pouvoir avoir un belvédère qui va être accessible au public pour 2017, pour les 150 ans de la Confédération 375 de Montréal. C'est assez intéressant, ça va vraiment pouvoir être un endroit fort pour le site. Ensuite, on continue avec l'annexe B1. On veut tout de suite miser vers les espaces qui sont rentables. Tout ce qui est commerce, restaurant et aussi la salle de réception en haut qui va être magnifique avec la vue exceptionnelle. Donc ça, c'est jusqu'au début 2017. Ensuite, on va finaliser la majeure partie de l'annexe B1 avec tout ce qui est agriculture urbaine, la promenade verte et aussi le compost, aussi avec l'école de cuisine. On va aussi commencer en parallèle le silo métallique pour ce qui est tout ce qui est marché au rez-de-chaussée, un peu comme marché Atwater, marché Jean Talon. Et ensuite, finalise l'annexe B1 pour la fin de 2018, pour le début 2018 avec la terrasse sur le toit. Donc l'annexe B1 va être vraiment opérationnelle à partir de cette date-là. On va finaliser aussi le silo métallique à peu près pour la même date. Donc d'ici 2018, l'ensemble du site va pouvoir être finalisé pour ce qui est des bâtiments avec les musées, l'agriculture urbaine encore aussi. Et vraiment pouvoir finir d'ici la fin 2019 pour tout ce qui est de l'aménagement extérieur, tout ce qui est parc, artefacts, si on veut mettre des scènes extérieures pour être un complément du Vieux-Port. Ça va vraiment permettre d'avoir un projet global qui va être dans son ensemble très intéressant. Et on croit que Multiconcept présente un projet qui est très rentable à long terme. Et la SIC a le devoir, le mandat d'avoir un projet innovateur. C'est important pour Montréal d'avoir quelque chose qui va permettre d'être une emblème pour Montréal, qui va être innovateur. Ça peut être un projet qui va être des leaders dans des nouvelles technologies pour ce qui est de l'agriculture urbaine, pouvoir renverser la vapeur
d'exportation et d'importation. On peut avoir des aspects locaux, environnementaux, et nous croyons que c'est vraiment un projet qui va mettre Montréal sur la carte. Merci. Avant de conclure ça, aussi, on veut vous introduire notre site web et vous inviter aussi à le visiter, à laisser vos commentaires. On a déjà quelques bons commentaires de nos amis. Alors, visitez savourer-montréal.design-ligne.com et vous pouvez aussi voir, il y a beaucoup de détails sur le processus de notre concept jusqu'à la réalisation de ce projet. Alors, je vous invite à aller le visiter. Merci!